J'étais secrétaire de Maurice Bello à la préfecture de police. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette manif, plus personne n'en parle, on ne trouve pas grand-chose là-dessus. C'est que c'est au lendemain de cette manifestation que Jean Bello a créé les fameuses brigades d'intervention. Ce sont ces brigades qui chargeront à Charonne le 8 février 1962. Elles étaient armées de ce qu'on appelait familièrement les bidules. C'est un manche de pioche. Un manche de pioche qui faisait 1,20 m. Quand vous savez vous servir d'un bidule, ça fait mal, hein. Vous fracassez des membres ou la tête des gens en 2 coups les gros. Alors comme les gens d'en face, c'était une manif, ils n'étaient pas, comme dit l'autre, ils n'étaient pas armés, heureusement d'ailleurs, parce que je crois que ça aurait été un massacre. Hein. On a des hommes qui, pour une partie, ont une haine du rouge, une inclination idéologique qui les amène à considérer tous les manifestants comme des ennemis de la police ou comme des soutiens du FLN, et donc comme des personnes qui doivent être punies par une violence qui peut être exercée par la police, puisque beaucoup de ces personnes considèrent que la répression judiciaire n'est pas assez forte. Vous aviez pas mal de jeunes fonctionnaires de police comme moi qui avaient fait l'Algérie, qui avaient malheureusement connu quelques problèmes avec les rebelles du FLN. D'autre part, le FLN s'était quand même infiltré à Paris et nous avions eu quelques fonctionnaires de police d'abattus par le FLN. Donc le climat était relativement tendu entre les Nord-Africains et la police parisienne. Effectivement, entre 1958 et 1962, 50 policiers ont été tués par le FLN. Et donc un certain nombre de policiers étaient particulièrement remontés contre à la fois les Algériens, en particulier les indépendantistes, mais aussi contre tous ceux qui étaient leurs soutiens. En 1958, Maurice Papon, alors préfet en Algérie, à Constantine, et grand apôtre du maintien de l'ordre, est nommé préfet de police à Paris. Maurice Papon va demander que la police obtienne des moyens de répression administrative notamment, et ça va être la question de l'internement, et d'autres aussi modalités, qui permettent à la police de s'affranchir du contrôle du judiciaire. Cela l'amène à dire à la fois officiellement, puis officieusement, que de toute façon, il couvrira effectivement ces hommes qui sont mis en cause pour leur action contre le FLN. Et les supérieurs, ils couvraient. Hein, s'il y avait un arabe qui était passé à tabac en garde à vue numéro 3 et qui sortait avec une tête comme une lessiveuse ou avec une balle dans la tête, ça, malheureusement, ça s'est passé, les supérieurs y couvraient. Parce que ça faisait partie d'un tout. Hein. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Après mes 28 mois d'Algérie, j'ai vu des choses tellement dramatiques qu'on ne pouvait pas rester sans bouger. Il fallait faire quelque chose. Je me sentais obligé de faire quelque chose. Et j'ai adhéré au Parti communiste sur des bases un peu floues. Intellectuellement parlant, c'est la seule chose qui m'a permis qui m'a obligé de rentrer au PC. Je voulais faire quelque chose d'utile pour la paix en Algérie, pour les copains qui étaient là-bas. Je trouvais que c'était tellement injuste, cette guerre, qu'il fallait bouger, quoi. Et j'ai bougé à travers l'adhésion au Parti communiste. De toute façon, je n'avais pas le choix à ce moment-là. Il n'y avait que lui. Il y avait quand même cette menace factieuse qui créait un climat extrêmement difficile, avec dans Paris des attentats. La police elle-même, vous alliez devant un commissariat de police, il y avait une espèce de construction, la guérite c'était un abri anti-balles, en métal, avec le fonctionnaire de police devant la police, devant son commissariat, et une mitraillette. Les cars de police dans Paris se déplaçaient par 2 cars, les braves cars de la police municipale, l'arrière ouvert et un fusil mitrailleur 24-27 en batterie derrière. Il faut quand même bien voir ce que ça veut dire. Il n'y avait pas un quart de police tout seul, c'était par 2 avec un FM. Voilà, je dis ça pour le climat. Voilà. Il ne faut pas cacher non plus qu'une partie des dirigeants de la préfecture de police était en affinité idéologique, politique, peut-être intellectuelle, avec l'OAS. Et il arrive un truc horrible, le 17 octobre 61, le massacre des Algériens à Paris.
Le FLN, qui est très fort en France, fait descendre, appelle à manifester 20 000 Algériens qui descendent des bidonvilles avec leurs femmes et leurs mômes, habillés en dimanche, sans un bout de bois. Et la police charge. Terrifiant. Papon a dit dans la cour de la préfecture de police aux policiers, « Vous pouvez y aller, je vous couvre ». Ce qu'il y a de plus facho dans la police est couvert. Il y en a qui ont parlé de 200 morts, d'autres de 100 morts. On a retrouvé les cadavres dans la Seine à Nantes. Enfin bref, c'est l'horreur. De son côté, l'OAS continue sa pression en multipliant les attentats. Mais beaucoup pensent que le pouvoir n'a pas une réelle volonté de poursuivre les plastiqueurs et les assassins de l'OAS, d'où les manifestations toujours interdites, que réprime durement le pouvoir. Et le 19 décembre 1961, ça a cogné dur. Hein. Il n'y a pas eu de mort. Mais il y a eu, je crois, les chiffres qui avaient été avancés, c'était entre 150 et 200 blessés quand même. Le 7 février, une série d'attentats à l'explosif est perpétrée par l'OAS. Les personnalités de droite comme de gauche sont visées. Au domicile d'André Malraux, ministre de la Culture, une petite fille est grièvement blessée au visage. Cette petite fille a été transportée à l'hôpital Cochin. Et c'est mon mari qui l'a reçue. Et quand il est rentré le soir, il était absolument bouleversé. Après ces attentats, une réunion a eu lieu à l'initiative de la CGT où je me suis retrouvé en tant que dirigeant de la FEN seine-et-oise. Il y avait donc les unions CGT de Seine et de Seine-et-Oise. Il y avait la CFTC, il y avait, parce qu'à l'époque il n'y avait pas la CFDT, hein, c'était la CFTC, avec comme dirigeant Bourret, et puis l'UNEF, le SGEN. Cet appel a recueilli immédiatement le soutien du Parti communiste et du PSU. L'UNEF a organisé cette manifestation aux côtés des syndicats professionnels et de certains partis politiques. Et pourquoi est-ce que nous, c'est important d'en parler aujourd'hui? Parce que l'histoire de l'UNEF, elle a été marquée par la guerre d'Algérie. C'est depuis la guerre d'Algérie, depuis l'engagement de l'UNEF pour l'indépendance de l'Algérie, que l'UNEF prend position sur toutes ces questions-là. C'est ce qui fait que l'UNEF a pris position en faveur dernièrement des révolutions arabes. C'est ce qui fait que l'UNEF prend position sur les questions de société qui concernent les étudiants comme n'importe quel citoyen aujourd'hui. La manifestation a été interdite. On a fait des démarches auprès de la préfecture de police pour trouver un accord. On a refusé de nous recevoir et donc nous avons maintenu l'appel à manifester. Pourquoi la SFIO, je pense à s'appeler, n'a jamais voulu participer à aucune des manifestations, et c'est ce qui m'a toujours le plus ennuyé. Et plus qu'ennuyé d'ailleurs, je leur en veux toujours beaucoup. La manifestation est interdite, mais pour deux raisons, il y avait nécessité de manifester. D'une part, il fallait quand même pousser De Gaulle à aller jusqu'au bout de la négociation, parce qu'il y avait des hésitations. Bon, alors ça, c'était une première donnée, pour laquelle il fallait continuer de manifester, exercer la pression. Bon. Et la deuxième donnée, c'était l'OAS. Il fallait répondre à l'OAS. Or, De Gaulle, lui, voulait à la fois continuer sa négociation avec ses hésitations, mais ne pas faire face avec énergie à l'OAS, parce que c'était une partie quand même de sa clientèle
qui s'était mise en opposition à sa politique algérienne, mais quand même il l'a ménagée. Comme la manifestation était interdite et qu'on ne savait plus où étaient les points de rencontre, ben j'ai cherché. Et arrivé vers le métro Filles du Calvaire, là j'ai vu qu'il y avait 30 ou 40 personnes qui étaient là, qui attendaient. Alors c'est ça que je me suis posé comme question, ils attendent quoi ces gars-là? Puis comme j'ai vu qu'il y en avait qui lisaient l'UMA, tout ça, je dis ça c'est quelque chose qui est préparé. Et puis au bout d'un moment, vers 6h30, je crois, quelque chose comme ça, il y a deux gars qui ont traversé la chaussée avec une banderole, puis tout le monde s'est regroupé derrière. Au début, on était, je sais pas, une trentaine ou une quarantaine. Et 200 mètres plus loin, on était déjà 500, hein, parce qu'il y avait des rendez-vous tout le long, hein, prévus d'avance. Chaque copain dans son coin avait fait le boulot avec les cellules, la CGT et tout, ceux qui avaient appelé, quoi. L'interdiction de la manif donne lieu à des points de départ multiples, et donc à des itinéraires différents, au moins 6. Le cortège qui arrive près du métro Charonne vers 19h30 en regroupe plusieurs, et c'est le plus important. C'est lui que la police va charger. Quand il y a eu l'attaque de la police à Charonne, j'ai le souvenir, j'en étais à 100 mètres. Ça, j'avais vécu des moments difficiles, mais ce jour-là, j'ai senti l'angoisse. J'ai le souvenir qu'avant de charger, ils se sont donné du courage, ou avec leur bidule, ou avec leurs pieds, je ne me rappelle plus, qui tapaient sur le sol avec leurs trucs pour montrer que c'était grave, quoi. Et ils ont chargé sans aucune raison. On ne les a pas agressés, on était prêts à se disloquer. Il faisait froid, pleuvassait, c'était triste, la nuit est tombée. J'avais hâte qu'on finisse. C'est à ce moment que les deux responsables, André Tollet de la CGT et Claude Bourret de la CFTC, de chaque côté du boulevard Voltaire, lisent le texte déjà écrit pour annoncer la fin de la manif et la dispersion. Je regardais derrière moi, on était autour des orateurs, et je vois quand même que ça s'ébranle, le truc noir se rapproche. Alors eux le voient aussi, puisqu'ils envoient les élus parisiens pour dire au commissaire de police qui dirigeait la manœuvre, au gradé de la police, arrêtez, 60 000 personnes sont en train de se disperser. Ça a été les premiers gravement blessés, comme Léo Figuière et quelques autres. Voilà. Alors, donc, je m'avançais, bravement, n'est-ce pas, avec mon écharpe tricolore d'élu, etc. J'étais en tête. Fait que certaines naïvetés que l'on m'a fait remarquer par la suite, mais enfin bon, on m'avait donné une consigne, je m'avançais un peu, c'est tout. Je vois ces gens arriver sur moi, j'ai eu à peine le temps de m'aplatir à terre. J'ai eu les mains écrasées, tapé de tous les côtés. Alors ils sont passés à plusieurs centaines sur moi, et ils se ruaient en avant vers le métro. Et la vague policière arrive. Et nous bouscule avec une violence. La plupart des gens étaient dans... On était en cercle. Ils sont arrivés dans le dos des gens. Quand on est en face, on se protège. Ça a été le carnage, enfin le carnage. Pas si grand que le carnage des Algériens, enfin, voilà. À Charonne, l'ordre de charger a bien été donné au plus haut niveau. Au plus haut niveau, depuis les jours qui précèdent la manifestation, il est clair que l'ordre qui est donné, c'est il ne faut pas que les manifestants apparaissent comme nombreux et organisés. Il faut que la force reste à la police. Moi, le souvenir que j'ai lorsque je suis arrivée à ce carrefour de Charonne, c'est avoir vu la première charge des flics. Ils hurlaient littéralement. Nous avons essayé de nous échapper. On avait pris ça pour une rue, mais c'était une impasse. Et c'est là où nous nous sommes fait coincer par les flics. J'en ai pris un gros coup sur la tête. Je me souviens. Alors, ce qui était effrayant, c'est qu'ils hurlaient, ils insultaient les gens.
Et bon, j'ai pris ce grand coup sur la tête. Bon, je me suis retrouvée au sol, bien entendu. Et là, j'ai reçu des coups de pied. Hein. Alors, il ne donnait pas des coups de pied avec la pointe du pied, c'était un coup de talon. Et je pense que ça fait encore plus mal, ça. Et c'est là où on est remonté un petit peu vers le métro et où nous avons assisté, d'une certaine manière, au jet des grilles d'arbres et de tables de bistrot on les voyait jetées par-dessus les rambardes du métro. Il y avait des chaussures de femmes partout, il y avait le boulevard était horrible. Ils sont descendus, ils ont matraqué des gens dans les couloirs du métro, ils ont balancé. Enfin. On avait l'impression qu'un ouragan était passé par là. Et ça, ce sont des images dont on n'arrive pas à se débarrasser, qui restent complètement inscrites dans notre mémoire. Francis Poullain était parvenu à entrer dans le métro par une autre bouche que celle où les policiers chargeaient. Quand on est arrivé, évidemment, la porte était grande ouverte, il y avait des corps jusqu'en haut du plafond. Et on voyait les flics au-dessus qui balançaient des grilles d'arbres et ils gueulaient Algérie française. Hein, et ils balançaient des grilles d'arbres, tout ce qu'il avait sous la main. Et les copains, on essayait de les sortir. Mais ceux d'en dessous, on ne pouvait pas les sortir. Il y avait 2 ou 3 couches de copains qui étaient entassés les unes sur les autres. Alors on a réussi à dégager, parce que moi j'étais à l'abri avec les copains qui étaient là. Ouais, ils ne pouvaient pas nous lancer des trucs dessus puisqu'on était à l'abri sous le bord du métro. Et à partir de là, on a essayé d'en dégager plusieurs. Alors quand on les dégageait, ils avaient tous reçu des coups de matraque ou des coups des guéridons de table, parce qu'il envoyait des tables de bistrot, de tout sur les copains qui étaient entassés là. Il y en avait peut-être, je sais pas moi, c'est difficile à évaluer, mais il y avait peut-être une centaine de personnes entassées dans cette bouche, quoi. Hein. Et on a réussi à faire enlever ceux du dessus, qui sortaient au fur et à mesure, ils sortaient avec des bras cassés, la tête ouverte, les coups qu'il avait pris. Et à partir de là, bon, ils s'en allaient, ils prenaient le métro, il y avait des par d'autres copains, et nous on continuait à sortir les corps. Et on a réussi au bout de, je sais pas moi, peut-être un quart d'heure, 10 minutes, je ne sais plus, hein, on calcule pas, montre en main là. Et on a réussi et quand on est arrivé en dessous, il y avait 3 copains qui étaient, enfin il y avait 2 camarades qui étaient là en dessous, 2 femmes, et un peu plus loin il y avait le jeune, ce qui devait être Daniel Ferry. Et à partir de là, ben, on a transporté ces 3 corps sur le quai du métro, on a essayé de les ranimer, on n'était pas forcément experts pour le faire. Et puis au bout d'un moment, ben, on a pris une rame de métro, et on les a transportés dans le métro inanimés, hein, et on est descendu au métro Saint-Ambroise. Et là, on les a ressortis parce qu'on nous a dit que la polyclinique des Bluets n'était pas loin.